Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, content de vous savoir à l'écoute de notre enquête sur la recherche en intelligence artificielle et sur la recherche sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode d'IA Café, nous recevons et vous vous apprêtez à prendre un café avec une experte des utilisations militaires de l'intelligence artificielle. Mademoiselle Joanne Kirkham est avec nous aujourd'hui. Bonjour Joanne. Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil et cette Bienvenue, introduction. bienvenue à notre enquête. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu dois être sollicité ces temps-ci. Plus ou moins, oui, c'est vrai que la crise en Ukraine, ça fait un peu rejaillir des problématiques de droit des conflits armés. Donc, pour une fois qu'on est populaire, pas pour les bonnes raisons, mais pour une fois. Oui, c'est vrai, c'est jamais pour les bonnes raisons dans ce cas-là. Aujourd'hui, on va être accompagné, Joanne, de mon collègue Sylvain Munger, qui a une expertise aussi en sociologie, les utilisations de l'intelligence artificielle dans le militaire. Donc, Sylvain Munger est là. Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien, et vous? Bien, bien, merci. Merci Sylvain d'être là aujourd'hui. Je suis convaincu que tu vas avoir quelques questions à poser à Joanne. Écoute, Joanne, j'ai plein de questions. Plein, Ça tombe plein, bien. plein. Là, je vais essayer de me retenir. Là. D'abord, peut-être un parcours de ton parcours professionnel. Donc, tout un parcours déjà, des passages remarqués au département des affaires juridiques chez Human Rights Watch. Ensuite, à Genève, là, j'invente pas, là, je lis un peu le CV. Donc, ensuite, à Genève, au United Nations Human Rights, à Londres, au King's College, et une thèse, ultimement, à l'université Panthéon-Assas. On dit-tu Assas? On dit Assas, en fait, l'université, bon, c'est de la petite histoire, hein, mais il y avait une université de Paris, et en fait, la Sorbonne et Assas n'étaient plus d'accord. Et Sorbonne Université s'est donc séparée en deux. Et donc, on est Paris 1, Sorbonne, et Paris 2, Assas. Et moi, je viens de Paris 2. Ah, un conflit à l'intérieur de l'université. Hein. C'est Toujours. un autre conflit. Le titre de la thèse en question, c'était, et vous allez voir que ça rejoint les thèmes de notre épisode d'aujourd'hui, les systèmes d'armes létaux autonomes en droit international. Commençons donc par peut-être un retour, le droit, ton parcours professionnel. Pourquoi un parcours en droit, Joanne? Comment le droit arrive dans ta vie? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, à la base, j'étais passionnée de littérature, donc c'était quand même assez éloigné de ce que je fais maintenant, mais pas tant que ça, à vrai dire. Donc, moi, je suis partie en Angleterre et très vite, à l'université anglaise, on a été confrontés en fait à des nouveaux problèmes de droit, on va dire, que ce soit en droit de l'homme ou en droit international. En rentrant en France, je me suis orientée en droit international en me disant, bon, ça va m'ouvrir des portes, j'ai un cursus international, je suis binationale moi-même, donc ça va forcément m'intéresser. Ben oui. Et j'ai eu un cours en droit des conflits armés et on a commencé à me parler de nouvelles technologies de l'armement. Et là, je me suis dit, ça rejoint tous les livres de science-fiction que j'ai pu lire, ça rejoint Isaac Asimov, ça rejoint tous les films Ah que oui, j'ai une fan adorés. de, une fan de science-fiction. Là. C'est ça, donc j'étais grande fan de science-fiction, entre autres, et je me suis dit, bon, bah, ça me paraît quand même intéressant, et en m'orientant dans mon master, du coup, à Assas, mon directeur de mémoire de master, qui est maintenant un de mes directeurs de thèse, m'a dit, mais non, il faudrait bosser là-dessus, sur ces systèmes d'armes létaux autonomes, qui sont un petit peu le nouveau sujet à la mode, ça me paraissait un peu futuriste. On est en Je me quelle suis... année, là, quand ça devient à J'étais la en mode, à la 2000, mode? J'étais 2016, 2016-2017. Donc, il y avait un début, depuis à peu près 2010-2013, un petit peu de réflexion, en tout cas au sein des Nations Unies, sur le sujet des Ah systèmes oui? d'armes autonomes. Et donc, en voyant les discussions onusiennes se poursuivre, mon directeur de recherche, personne très avisée par ailleurs, m'a dit, ben voilà, ça serait bien de travailler là-dessus. Et donc moi, je me suis lancée dans mon mémoire de master et qu'ensuite j'ai continué dans le cadre d'une thèse parce que visiblement, en 3 mois, j'ai pas eu le temps de chercher tout ce que je voulais. Et donc j'ai continué ensuite dans le cadre de la thèse. Donc C'est en fait, souvent ça ça, s'est fait. les études. On commence avec un sujet, puis finalement, on n'est pas capable d'en faire le tour. Puis lorsque le sujet est vraiment passionnant, on dit, ben, là, je vais prendre le temps. Je vais me donner du temps, des études, un Ouais. cadre pour me rendre au bout de tout ça. Là. Bah, c'est exactement ça. Et puis moi, mon parcours est vraiment fait de beaucoup de hasard et d'instants. C'est-à-dire, j'ai écarté les choses que j'aimais pas. Et puis, dans le domaine du droit, je me suis précisée au fur et à mesure.
dans ce petit sujet qui, par contre, a des ramifications énormes à des sujets type le droit, l'éthique, la Vraiment, morale. c'est un beau sujet. Justement, j'aimerais peut-être commencer à en discuter de ce sujet. Donc, les systèmes d'armes létales autonomes, je regardais les acronymes, c'est SALA en français. Ouais. Euh, et en anglais, Lethal Autonomous Weapons Systems. L'acronyme, c'est LAWS. C'est ça, Mhm. comme dans LAWS, comme du droit. C'est ça. C'est fait. Exactement. C'est C'est vrai, l'ironie est vraiment, complète. really? Ouais. Franchement. Bon, en tout Ouais. cas, les acronymes, toujours quelqu'un qui se dit ça, on faudrait faire un mot, ça serait encore plus intéressant. Donc, je vais discuter de ça avec toi, Joanne, les enjeux juridiques, c'est sûr, le droit, c'est ton domaine, socio-éthique aussi, j'aimerais ça parce que j'imagine que tu les vois circuler l'argumentaire là, autour de toi. Donc, c'est ce genre de questions-là que je vais aborder avec toi. Euh, on commencerait peut-être dans l'ordre, définir les termes. Donc, c'est classique là, en philo. Là, on commence Ouais. par définir les termes. Donc, c'est quoi un système d'armes létales autonomes? C'est quoi la définition un peu plus précise de juriste qu'on pourrait donner à cette expression-là? Et bien justement, c'est pas facile à Pas facile, définir, hein? voire même c'est extrêmement compliqué. Alors nous les juristes, on aime beaucoup nos catégories, caractériser les choses, parce que ça permet ensuite de les identifier puis Ben de les oui. réguler. Alors pour les systèmes d'armes létaux autonomes, on a plein de problèmes reliés à la définition. Déjà parce que c'est un objet un peu inédit, déjà parce que, et ensuite parce que ça fait intervenir des notions extrêmement vagues d'intelligence artificielle, par exemple Ben voilà, oui. la notion d'autonomie. Donc, en fait, pour un petit peu recadrer, je pense qu'il faut procéder par étapes, à peu près, et essayer d'éliminer des choses et d'en déterminer d'autres. Donc, déjà, déterminer ce que c'est qu'une arme. Donc, une arme, c'est assez simple par ailleurs, c'est tout objet qui est utilisé pour causer un dommage à des biens, à des personnes, que ce soit un dommage physique ou un dommage psychologique. Donc, déjà ça, première catégorie. Ensuite, on a les catégories des robots, qui sont des systèmes physiques qui sont dotés de capteurs pour extraire des informations, des processeurs pour la traiter, et Mhm. ensuite des actionnaires pour faire une action. Et donc, quand on essaie de mettre ces choses-là ensemble, c'est-à-dire système d'armes autonomes, et ben en fait, on est confronté à une variété de systèmes qui vont entreprendre des missions euh, sur le terrain, le champ de bataille, missions qui peuvent être diverses et variées. La caractéristique du létal, c'est qu'en fait, la manière dont c'est défini de manière assez large, c'est un système qui, une fois qu'il est déployé, peut sélectionner et engager une cible tout seul sur le champ de bataille. Et donc de là, qu'est-ce que ça veut dire qu'il Mais le fasse tout seul? il y a sûrement eu déjà une prémission de cibler des cibles autour, là. J'imagine que Ouais. c'est plus comme ça, là. Bah oui, oui. En fait, moi, la définition que j'ai choisie dans mon travail, c'était de me dire qu'il n'y avait pas actuellement, et il n'y en aurait pas d'ailleurs, des systèmes complètement autonomes. C'est-à-dire des systèmes, on les lâche dans la nature et ensuite ils font leur vie et ils choisissent n'importe qui, n'importe quoi. En réalité, les systèmes vont évoluer dans le cadre d'une programmation humaine qui sera préalable, potentiellement dans un environnement qui aura été choisi par un être humain pour des missions pour lesquelles il aura été entraîné, programmé, etc. Et donc moi, la définition que j'ai choisie, ma définition de travail, c'est une définition très englobante, ce qui me permet de voir plein de systèmes. Et c'est voilà, un système qui, une fois qu'il est déployé, enfin programmé et déployé, il va évoluer sur le terrain, accomplir un certain nombre de missions, qu'elles soient létales ou non, c'est-à-dire choisir une cible et l'engager ou autre chose. Et il reste soit tout seul, soit en collaboration, soit sous certaines formes de supervision humaine. Et ça, c'est le plus important et c'est en fait ce sur quoi la plupart des chercheurs commencent à s'orienter maintenant, c'est-à-dire non pas définir l'autonomie d'un système qui est une notion très très vague, mais Très plutôt vague. se dire, ouais, c'est ça, mais plutôt se dire, en fait, il va y avoir une forme de rôle humain autour de ce ça-là, et celui-là, par contre, on peut essayer de le définir de manière un peu plus claire. Et c'est du coup ces enjeux-là. Et ça permet aussi, en fait, de ne pas écarter tous les systèmes, parce que là, pour l'instant, il y a des États qui, de manière, on en reparlera sans doute, mais qui, de Ah oui, manière oui, assez on va en reparler. stratégique, utilisent des définitions pour dire, voilà, un système qui peut changer sa programmation tout seul, ce qui, du coup, ne recouvre rien comme réalité. Donc, moi, j'ai choisi quelque chose de très englobant en me disant, comme ça me permet d'appréhender plein de systèmes au regard du droit. Donc, C'est déjà, premier écueil, la définition. c'est souvent une approche du droit là, de trouver une définition suffisamment englobante pour qu'elle puisse perdurer, là. Si on définit de façon trop précise, on finit juste par cerner
l'outil technique qui est là, qui est à la mode en ce moment, alors que si on y va plus globalement, le régime de droit peut englober un système un peu, des problèmes aussi un peu plus larges que juste les problèmes ciblés, là. Mm. C'est exactement ça, et c'est tout l'enjeu des systèmes d'armes, et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe aux Nations Unies ou d'une éventuelle régulation. C'est-à-dire, dès qu'on met un mot sur quelque chose, on risque que ça devienne caduque à un moment. Et c'est tout l'enjeu du droit, c'est d'être suffisamment souple pour pouvoir Oui. appréhender une temporalité très, très rapide du développement technologique, quoi. Oui, il y a Sylvain qui avait une question sur ce thème-là. Oui, excusez-moi, en fait, moi, j'essaie de voir un petit peu plus précisément comment est-ce que vous, là, vous feriez la différence entre, en fait, vous placeriez la ligne à quel endroit pour dire l'IA, l'intelligence artificielle, elle commence où et elle finit où dans le cadre des armes létales autonomes? Je Entre veux dire, autonomie, ouais, puis oui, c'est ça, entre intelligence, là. l'autonomie et versus l'intelligence. Est-ce que vous faites cette distinction-là? Parce que si je regarde ce que vous venez de dire, vous semblez dire en fait que ça a un rapport avec la présence de l'être humain à l'intérieur de la boucle de décision. Donc, est-ce que l'être humain est complètement intégré dans la boucle? Est-ce qu'il est par-dessus la boucle ou s'il est complètement en dehors de la boucle? Et Extrait, à ouais. ce moment-là, on pourrait considérer que c'est que l'arme, elle est complètement autonome, complètement indépendante. Donc, je ne sais pas si... Qu'elle a sa propre volonté, là. On n'est pas là, Mm. c'est sûr, là. Exactement. Ouais. En fait, je pense qu'effectivement, tout le débat sur les systèmes d'armes autonomes, c'est à relier sur les débats sur l'intelligence artificielle. En fait, globalement, tout ce qui va être progrès en algorithme va être relié à ce qu'on perçoit comme risque de l'intelligence artificielle. Alors, moi, je me suis un peu extraite, et je pense qu'une grande partie de la littérature maintenant s'en extrait également, de ce débat sur the intelligent machine, en gros. Et l'idée de rendre humaine l'intelligence algorithmique. Donc, en fait, on se dit effectivement qu'on va utiliser des termes plutôt neutres, qui est de dire quelle quantité d'informations le système va pouvoir process, comment Ouais. est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va être seul pour le faire, comment est-ce qu'il va être cadré par un humain pour le faire. En fait, il y a vraiment tout ce débat, voilà, à partir de quand est-ce que la machine est intelligente et à partir de quand est-ce qu'elle réfléchit seule. En réalité, on commence à se rendre compte que pour l'instant, alors à moins de développement Oui, technologique cette ultra question-là, rapide, elle est pas pertinente, je dirais, en ce moment-là. bah, non, et en fait, je ne sais pas si, je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu, mais moi j'ai été assez effarée au début de mes recherches de remarquer qu'il y avait, je sais pas, il y a 30 ans, quelqu'un qui disait oh, dans 10 ans, ça y est, intelligent machine, des robots autonomes, La Terminator. singularité, voilà, on y est rendu, là. Exactement, Ouais. c'est ça. Et donc en fait, globalement, on a commencé à s'en extraire beaucoup plus et à se dire bon, bah voilà, effectivement, ce qui va déterminer l'autonomie de la machine, c'est comment est-ce qu'elle va se comporter dans son environnement, quelle est son autonomie, on va dire, environnementale, quelle est son autonomie relationnelle, est-ce qu'elle fait seule ou en accord avec quelqu'un d'autre, et puis est-ce qu'elle a une autonomie qui est purement exécutive, c'est-à-dire pour exécuter une mission. Et donc la différence qui me paraît pertinente vraiment et le shift entre l'un et l'autre, c'est la différence entre automatique et autonome, on va dire. Automatique, c'est vraiment un système qui fait sa mission tout seul. Alors, il est autonome dans l'exécution, mais par contre, il est contraint dans son environnement, contraint préalablement et contraint peut-être de manière relationnelle. Alors, un exemple que j'aime beaucoup, qui peut paraître un peu bête, mais c'est la machine à laver, par exemple. La machine à laver, elle fait son programme tout seul, mais par contre, elle n'est pas autonome. Voilà, c'est quelque chose d'automatique avec Oui, 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 je comprends. des contraintes préprogrammées. Par contre, Malheureusement, pas autonome, là. Faut souvent le faire, là. la pauvre, ouais. Il faut justice pour les machines à laver. Et en réalité, bon, un système autonome, c'est ça. C'est à quel point est-ce qu'il va être indépendant et capable de s'adapter à son environnement, à quel point est-ce qu'il va s'auto-déterminer dans sa mission, ou est-ce que au contraire, il va être capable, capable et entouré par un humain qui va ensuite l'aider un petit peu. Donc, on s'oriente davantage, en tout cas dans le domaine militaire pour l'instant, dans des collaborations homme-machine, ce qui du coup nous permet d'éviter tout le débat sur Ben les oui. machines intelligentes, ce qui en soi est plutôt positif, même si ça ne règle pas tous les problèmes de définition. Non, ça règle pas tout, mais au moins, ça s'attaque à des problèmes concrets, là. Donc, c'est sur le terrain. On essaie d'éviter là, la singularité puis les grandes réflexions qui peuvent accompagner la naissance d'une intelligence qui elle-même déciderait de faire la guerre. Là, on n'est vraiment pas là. Alors que les problèmes sont là, sont urgents. Il y a des applications concrètes de tout ça. D'ailleurs, c'est ma transition, tiens. Faisons-le. Les,
peut-être donner déjà des... Là, on est allé déjà dans la définition. Maintenant, à quoi ça ressemble concrètement ces applications militaires autonomes sur le terrain? Est-ce que tu as des exemples à nous donner là, pour qu'on puisse en avoir en tête là, désormais quand on va aborder le sujet? Là? Alors, je vais faire un truc qui va encore être très, très juridique de ma part, mais je vais classer des trucs. Ça va être plus sympa à appréhender. En réalité, si on considère la définition système d'armes autonomes qui fait sa propre vie, s'autoprogramme, ça, on n'en a pas. Ça n'existe pas pour l'instant. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a des armes qui, par exemple, sont autonomes dans la navigation, dans l'atterrissage et le décollage. Donc ça ne nous intéresse pas tellement. On a des systèmes Les qui s'en drones, rapprochent un peu. ça peut Les être drones, des ouais, par drones, par exemple. exemple? Et par exemple, il y a des systèmes israéliens qui s'appellent les systèmes les Harpies, comme les créatures un peu mythiques, qui sont en fait ce qu'on appelle des armes rôdeuses, des robots rôdeurs. Et ce qu'elles font, c'est qu'en fait, ces drones-là gravitent autour d'une zone et ensuite sélectionnent et attaquent des cibles en fonction d'une signature qui a été préprogrammée. Alors, une signature, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans la base de données des photos, ça peut être une signature radar. Et donc, ça permet, effectivement, ce sont des systèmes qui sont autonomes dans la navigation, dans la sélection et dans l'engagement, même si c'est préprogrammé par un humain en amont. Après, on a d'autres choses. On a des systèmes antimissiles, par exemple, qui sont des systèmes qui réagissent à des entrées de missiles. Donc, il y a des systèmes américains qui soient sur la mer ou qui soient sur la terre. On a aussi le dôme de fer, par exemple, en Israël, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Le dôme de fer, je ne connais pas. Le dôme de fer, en fait, c'est un système de défense antimissile israélien qui a été malheureusement pas mal utilisé dans le conflit avec la Palestine. Et donc, dès qu'en fait, il détecte une menace, il intercepte le missile et les fait exploser avant qu'elle rentre dans une zone spécifique. Donc ça rentre davantage dans le domaine de l'automatique parce que ça réagit à un stimuli, peu importe lequel il soit, mais on commence à voir quand même une certaine forme d'autonomie. Après, il y avait un robot qui a particulièrement fait parler de lui il y a quelques années, qui était un robot qui était ce qu'on appelle les robots sentinelles. Et en fait, ce sont des robots qui donc surveillent une zone, et il y en avait un qui a été décommandé, mais qui était À à la quoi ça frontière. ressemble, ces robots-là? Là? C'est pas Ça humanoïde, ressemble, là? en fait, ça pourrait être humanoïde. Alors, on a vu des robots humanoïdes. Bon, ça, c'est ce qui fait bien peur à tout le monde. Mais en réalité, ça ressemble. Il y a une caméra. Il y a un petit pistolet qui est accroché. Et puis, ça surveille une zone avec sa caméra. Et puis, dès que ça détecte quelque chose, ça lui propose. Soit ça agit de manière automatique, c'est-à-dire ça l'engage automatiquement. Soit c'est sous supervision humaine, c'est-à-dire ça identifie la cible, l'humain appuie. Soit, et ça c'était celui qui existait à la frontière entre les deux Corées, c'était quelque chose qui avait été développé par Samsung, il pouvait, alors apparemment on n'est pas sûr des infos qu'on a, mais il pouvait l'engager de manière autonome, c'est-à-dire décider lui-même que si la cible ne se rendait pas, il pouvait l'engager. Donc en fait on a plein d'exemples sur le terrain d'autonomie diverses et variées, l'aide à la décision, la navigation, l'engagement, etc. Donc c'est déjà un sujet très actuel et c'est pas que de la science-fiction. Même si c'est des robots humanoïdes, peut-être un peu plus. Oui, il y a un petit côté geek de moi là, qui aimerait bien ça, que ça existe. Puis mon côté humain aime pas trop ça, ce genre d'outils-là. Là. J'ai entre autres vu dans l'article en question que j'ai lu, je vais le citer peut-être à la fin de ton article que j'ai lu, tu parlais du e-Rider, là, du groupe Safran, qui est un espèce de véhicule armé autonome. Puis je disais que mon petit côté geek me donnait, ouais, j'aime ça, mais en regardant la vidéo, là, ça faisait plus peur que d'autres choses. La musique, le vidéo, l'engagement, je sais pas, as-tu déjà vu la vidéo de présentation du e-Rider de Safran? Là, c'est quelque chose. Là. C'est un peu effrayant et si jamais vous voulez vous faire peur, il faudrait regarder la vidéo de présentation dans un système qui s'appelle Fedor, qui est un système russe dont la vidéo est sortie il y a quelque temps sur les réseaux. Alors, le problème, c'est qu'on a du mal aussi. Fedor, ça s'écrit comment, ça? C'est Fedor. Alors, Fedor, ça plutôt un nom de chien plutôt qu'un nom de robot. Bon, ils ne sont pas forcés pour l'acronyme, eux autres. C'est ça, mais il a une tête un peu étrange et puis c'est un robot un peu humanoïde. Alors, le souci, c'est qu'on a des problèmes de sources et de véracité des sources, notamment avec des entreprises comme Kalachnikov qui font beaucoup de publicité. Mais on voit voilà, ce robot qui a l'air d'un robot humanoïde qui prend un pistolet, le charge, tire sur des cibles et c'est vraiment très effrayant. C'est très intéressant, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. À ne pas écouter avant d'aller se coucher. Donc, les systèmes qui sont là, ça ressemble à ça.
En ce moment, est-ce que c'est utilisé concrètement? Est-ce qu'on a des statistiques comme le nombre de, je sais pas, de personnes qui sont tuées par année par ce genre de système-là? Ça existe-tu, ce genre de statistiques-là? Je pose ça, la question bien naïvement, là. Mmh. Bah, je pense pas tellement. Si on a en fait des rapports de systèmes autonomes, alors il y en a un qui est sorti en 2017 par un think tank qui s'appelle le CIPRI. Donc c'est le Stockholm Institute for Peace and Research, qui est très intéressant, qui font beaucoup de travail sur ces systèmes-là. Et en 2017, ils ont sorti une étude de combien de systèmes étaient déployés, qu'est-ce qu'ils possédaient comme en termes d'autonomie. Mais c'est vrai qu'en termes de victimes, on n'a pas grand-chose parce que, encore une fois, vu qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on identifie sous le vocable ça là, bah en fait, au final, on ne sait pas bien quels systèmes sont véritablement déployés. Ce qui est intéressant quand même, c'est que en juin l'année dernière, il y a un rapport des Nations Unies, d'un comité d'experts aux Nations Unies, qui a fait une communication, qui a sorti un rapport et qui a dit qu'il y avait des systèmes d'armes létaux autonomes, alors ce terme a été utilisé, qui ont été déployés en Libye et qui Ah, auraient causé des dommages civils, des dommages militaires et qui étaient d'une efficacité redoutable. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr des sources qui ont été utilisées pour ce rapport. On ne sait pas bien ce qu'ils mettent sous ce vocable-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Autant on avait énormément d'études sur les drones et les victimes des attaques de drones, on en a beaucoup moins pour ces systèmes dits autonomes, même si on commence à se rendre compte des capacités grandissantes des États et de leurs armées. oui, parce que c'était un peu l'argument, je réfère toujours à l'article que j'ai lu pour préparer cette entrevue-là. C'était un peu l'argument de la Convention sur les armes classiques là, des Nations Unies en 2014, où il disait que de toute façon, ces systèmes d'armes autonomes n'existent pas. Donc, pourquoi discuter de l'interdiction? Parce qu'à l'époque, c'était ça, là, le débat, c'était faut-il interdire des armes qui ressemblent un peu à ça, autonomes, des systèmes autonomes? Puis à l'époque, on disait, en tout cas dans les discussions, c'est ce qui était rapporté, mais ça n'existe pas. Donc pourquoi faudrait interdire quelque chose qui n'existe pas? Je comprends bien ce qui se passait à l'époque. Bah oui, en fait, tout le problème, c'était que si on se disait que des robots type Terminator n'existaient pas, bah, pourquoi en parler en fait? Pourquoi discuter? Pourquoi parler des développements de la technologie si cet objet-là, qui est ce robot complètement autonome, qui se programme tout seul, qui décide de tout, il n'existe pas. Et en fait, ça, c'est la position qui a été adoptée par un certain nombre d'États, en fait, au sein de ces discussions onusiennes, qui effectivement ont commencé en 2014, dont le mandat a changé en 2016 et qui ont essayé de se concentrer sur ce sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux types d'armements? Comment est-ce qu'on les définit? Alors ça a été les 6 premières années et on n'est pas arrivé à grand-chose. Et ensuite, quelle est la réponse juridique à apporter au développement de ces systèmes-là? Alors là, on a effectivement des États, notamment les grandes puissances militaires, qui essaient de déployer de l'autonomie sur le terrain, qui disent, en fait, déjà, on ne veut pas s'empêcher de développer des choses qui pourraient nous apporter une supériorité stratégique. Et puis ensuite, ça n'existe pas, donc ça ne sert à rien de réguler. Et de l'autre côté, il y a tout un collectif d'organisations non gouvernementales, d'ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International et certains États qui, au contraire, disent mais justement, en fait, il faudrait quand même les réguler, il Ben faut oui. s'interroger sur ce que fait le droit par rapport à ces technologies, et une petite frange qui dit mais en fait, il faut les interdire, il faut tout interdire. Donc, entre tous ces deux camps-là qui sont très marqués, C'est qui là, c'est les vrai. camps, justement? C'est qui les principaux acteurs du déploiement de ces technologies-là? Puis les positions, peut-être, là. Ouais. En fait, donc Qui veut ça passe. interdire? Qui veut faire la promotion de tout ça? Qui veut pas en parler? Qui le cache? Voilà, c'est une grande question. Comme d'hab, hein, en fait, on va citer toujours un petit peu les 5 grandes puissances, notamment qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il y a les États-Unis qui ont investi dans le domaine de l'IA en 2020, je crois que c'était 5 milliards de dollars, qui voulaient du coup réaugmenter en 2022 à 7 milliards. On a la France qui consacre 100 millions au développement de l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni, je crois qu'il mettait 16 ou 17 milliards sur les 4 prochaines années. La Chine, la Corée, Israël, l'Australie aussi par ailleurs. Et donc ça, ce sont des États qui adoptent des positions assez différentes au sein des discussions. Donc cette année, il y a eu des discussions onusiennes toujours dans la Convention sur certaines armes classiques, qui est du coup la réunion annuelle. On a eu une position très ferme de la Russie qui a tout bloqué. C'est-à-dire toute idée de développement normatif a Ah été ouais. bloquée par la Russie qui refuse en fait que le droit s'intéresse
de manière contraignante à ce type de système-là. Mais que ça aille d'une reconnaissance de la responsabilité ou que ce soit juste une interdiction, ils refusent tout. Les États-Unis, c'est un peu pareil. Au début, ils étaient là, bon, on va attendre un peu. On est optimiste sur les capacités de ces systèmes, mais on va attendre avant de les réguler. Là, maintenant, ils sont dans une opposition totale à toute forme de développement. Puis après, il y a la France qui est un peu au milieu, qui dit, bon, peut-être qu'on devrait faire une déclaration de principe. Sur quels principes, en fait, éthiques et juridiques appliqués à ces systèmes. Et puis, de l'autre côté, il y a, depuis 2013-2014, un collectif d'ONG qui s'appelle la campagne pour interdire les robots tueurs, donc la Campaign to Stop Killer Robots, dans son nom d'origine, qui en fait est un collectif d'organisations non gouvernementales qui maintenant a le support d'une trentaine d'États, alors qu'ils ne sont pas des puissances militaires per se, comment dire, comme l'Autriche, il y a le Brésil dedans, il y a aussi le Chili par exemple et le Mexique. Le Canada n'est pas là, il n'est jamais là. Le Canada a fait des déclarations un petit peu assez vagues en disant bon, il faut garantir un contrôle humain, voilà, il y a des risques, bon, mais voilà, mais ils ne sont pas non plus particulièrement favorables à une forme d'interdiction, à Non, vrai c'est dire. ça, Donc j'imagine. voilà. Mais une position un peu en demi-teinte, quoi. Et donc effectivement, ce groupement d'ONG et d'États, qui d'ailleurs est associé à certains experts en robotique, il y avait une lettre d'un institut qui s'appelle le Future of Life, qui en fait a fait une lettre qui a été signée par 200 personnes un petit peu de renom, voilà, qui en fait demande et milite l'interdiction préventive, c'est-à-dire avant même que ces systèmes existent, on demande une interdiction totale de leur développement, de leur utilisation et du coup des stocks de ces potentielles armes-là. Et donc on voit qu'il y a vraiment une polarisation énorme entre deux camps qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, que ce soit sur la définition, sur les objectifs juridiques ou sur l'avenir un petit peu de la technologie. Génial, je me suis pris une note là, pour revenir sur la dimension juridique, tout ça, là, ça va être intéressant. J'ai peut-être une question pour les armes létales autonomes. Est-ce qu'il y a des exemples d'applications dans le domaine nucléaire, dans les systèmes d'armement nucléaire? Parce que cette semaine, pour faire un peu d'actualité, là, on a entendu parler un peu là, de... Oui, ils ont attaqué. de la décision du président russe là, de mettre en état d'alerte là, les forces. Mais en lisant un petit peu, en fait, on se rend compte qu'ils ont un système qui est relativement automatisé, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Périmètre. Et en fait, c'est littéralement, quand on regarde la description de ça, c'est littéralement un système de riposte préprogrammé, c'est-à-dire en cas d'attaque nucléaire, de frappe nucléaire sur la Russie, si le gouvernement est décapité et il n'est pas en état de donner les ordres, même si la Russie elle est complètement vaporisée par une frappe nucléaire massive, qu'il n'y a plus d'armée, même plus de population, ce système-là va quand même envoyer la riposte quand même à la fin. Et je me demande, est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type-là? Parce que moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, là, de quelque chose d'aussi redoutable, en fait. Là. C'est vrai que j'avais vu passer, je ne m'étais pas documentée dessus. Moi, ça me faisait penser au Docteur Folamour, cette espèce de film un peu tragique. Et je me suis dit que c'était vraiment, vraiment atroce. Mais en réalité, en fait, on se pose vraiment la question aussi des salas en termes de déstabilisation nucléaire. C'est-à-dire de dire, est-ce que ces systèmes-là, en fait, ne pourraient pas déstabiliser les relations stratégiques et du coup, effectivement, forcer les États à recourir plus rapidement au nucléaire? Alors ça, ce sont des questions sur lesquelles moi, je n'ai pas encore fait de recherche extensive, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et après, en fait, dans les systèmes de riposte, puisqu'il en existe des automatiques pour des missiles dits classiques, je crois qu'il en existe aussi des mécanismes de riposte nucléaires. Donc effectivement, nous, on a des espèces de parapluies, de ce que je sais. Alors là, je parle en néophyte quasi complet. Donc, il ne faut pas que les pros nucléaires me grondent. Mais il me semble qu'effectivement, il existe en tout cas un certain nombre de réponses autonomes et automatiques et de systèmes, que ce soit de protection ou d'attaque, qui sont en fait assez intéressants et inquiétants lorsqu'on considère le volet russe. Mais ce qui est, en tout cas, bon, ça c'est une toute autre conversation, mais la question de déstabilisation des relations par l'utilisation de systèmes autonomes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si un système goes rogue, on va dire, et attaque un autre pays qui ensuite déclenche une attaque, comment est-ce que ça c'est régulé en droit international et puis comment est-ce que ça peut être un facteur de déstabilisation économique, politique, stratégique. Et ça, ce sont des sujets aussi un peu connexes au droit qui sont extrêmement bien traités par la littérature et qui posent question en fait des armes et de leur influence sur les relations internationales, clairement. Vraiment trippant. Le nucléaire, on veut pas que ça. C'est sûr qu'on veut pas que ça tourne comme Docteur Strangelove. Là.
ça va mal finir, tout ça. Je voulais parler des enjeux éthiques avec toi, Joanne, parce que, ben, c'est sûr, lorsqu'on parle de droit, tu sais, le discours éthique, le bien, le mal, le bon, les conséquences positives, négatives, les règles, ça finit par se recouper. J'imagine que tu es bien au courant du débat là, qui entoure tout ça. Tu as sûrement lu, entendu plusieurs arguments là, en faveur à l'utilisation de ces armes létales autonomes. Ben, j'imagine qu'il y en a des arguments en faveur et des arguments en défaveur. Peut-être commençons par déterminer la pertinence. Tu sais, on va défendre, avant d'attaquer, on va défendre le système. C'est quoi les principaux arguments en faveur de la technologie? C'est quoi les bénéfices qu'on souhaite? C'est quoi les conséquences positives? Pourquoi on fait ça, dans le fond? Alors, ce qui est fascinant avec ces nouvelles technologies, c'est qu'en fait, rien n'est nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on Ben ne se oui, dit pas assez, mais c'est qu'en fait, c'est le tout prolongement développement, d'une logique qui existe depuis. exactement, et tout développement militaire, de technologie militaire, en fait, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça va apporter à nos forces et quels risques est-ce que ça comporte en retour? Alors, pour les gens qui veulent les déployer et qui trouvent ça intéressant, en réalité, je trouve qu'il y a vraiment deux arguments principaux. Euh, Quelque part enlever l'humain comme étant un facteur faible, en fait, un maillon faible des forces, et puis de l'autre côté, pouvoir projeter sa force le plus loin possible de soi sans en retour être comment dire, confronté à du risque. Hmm. Et donc ça, ce sont vraiment pour moi les deux arguments principaux. Alors, pour ce qui est de soustraire l'humain, l'idée, en tout cas, qui est avancée notamment dans des doctrines d'emploi euh, étatiques, c'est de dire, bah, en fait, l'humain, il est moins rapide, il peut traiter moins d'informations, il est plus fragile, il est soumis à des émotions négatives, il s'endort parfois, donc c'est dommage quand même quand on a des opérations de longue haleine. Et donc, pour ça, en Il y fait, a pour peur davantage aussi, j'imagine, sur c'est ça, il a les peur, chaînes. il Oui. peut réagir sous le coup de la colère, il peut parfois ne pas traiter toutes les informations puisqu'il est submergé par ce qui se passe. Si jamais il fait une mission de surveillance, par exemple, pendant très longtemps, bah, il peut perdre un peu son attention et du coup devenir moins efficace. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de l'humain, en fait, a vocation à être remplacé par une variété de systèmes qui seront plus performants que lui. Et ça, c'est vraiment cette espèce de premier argument qui est de dire pour davantage d'efficacité, Oui, l'humain est faillible, donc on va c'est ça. remplacer par quelque chose de moins faillible. Mais ce faisant, on dit éloignons, éloignons l'humain ou écartons l'humain de l'équation. Mais il ne faudrait pas que cette phrase-là le finisse par se rendre là, dans l'intelligence artificielle, le Skynet ou quelque chose comme ça, là, parce qu'à quelque part, il y a un robot tueur qui va se dire finalement, c'est l'humain le problème, on va l'éliminer. Mais je comprends bien ce que tu veux dire. Là. L'humain est faillible. Puis un Mm. des arguments pour défendre la chose, c'est de dire ben, on va rendre le système encore plus efficace en supprimant, je dirais, les failles, Mhm. les errances et maladresses des humains qui parfois ont à faire la guerre, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et ils seront aussi, ça c'est ce qui avait été avancé pour les drones notamment, ça serait plus précis en fait. D'utiliser ces systèmes-là, ils pourraient tout à fait identifier des cibles de manière un peu plus rapide. Et paradoxalement, en fait, si on veut quand même soustraire l'humain parce qu'il est plus faillible, on veut aussi le protéger en fait beaucoup. Et on veut beaucoup protéger ses combattants. Et ça, c'est vraiment le deuxième volet qui en fait est dans le prolongement vraiment de l'histoire des conflits armés et l'histoire des armements militaires. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de frapper l'ennemi de plus en plus loin, histoire d'être soi-même protégé. Ça a commencé, je ne sais pas, Hmm. avec le tir à l'arc, par exemple, qui était de se dire on peut taper des chevaliers de très loin, et en même temps, nous, du coup, on est très loin de leur épée. Et Ben puis, ça oui. continue avec les drones. Et en fait, le souci de ces systèmes-là, que ce soit les drones ou les systèmes d'armes autonomes, c'est qu'en fait, on les soustrait complètement du risque. Et donc, on voit des personnes qui sont parfois à des milliers de kilomètres Devant leur de ordinateur, puis qui envoient des drones, puis des missiles, puis c'est ça. exactement. Et donc, en fait, le SALA, c'est vraiment le point culminant de tout ça. Plus de rapidité, d'efficacité, moins, comment dire, moins de risques pour les humains. Et puis se dire aussi que quelque part, de manière prosaïque, ça coûte moins cher, en fait, d'avoir un système autonome ou un drone qui est détruit, plutôt que de devoir, c'est ce que j'avais lu à un moment, c'était une déclaration, je crois, d'un secrétaire de la défense américain qui disait, mais ça nous coûte moins cher d'avoir une machine détruite, plutôt que d'aller voir la famille en leur expliquant qu'en fait, quelqu'un est mort au combat, par exemple. Et il y a tout un volet qui est assez paradoxal, qui est qu'on veut quand même protéger ces combattants plus haut que tout, plus haut que la population civile en face, plutôt que les combattants d'en face. C'est-à-dire on veut se protéger soi-même en projetant sa force et son pouvoir le plus loin possible de nos territoires
Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les arguments en faveur qui sont assez classiques, mais qui sont largement Vraiment utilisés. classique. Puis on voit que c'est juste le prolongement. L'intelligence artificielle, ou ces systèmes autonomes-là, c'est plus dans le prolongement d'arguments classiques qui sont là pour défendre la mission ou l'existence même du militaire. Mais Donc, il peut vas-y. avoir parfois des effets un peu inattendus, parce que je me souviens d'avoir vu quelques textes là-dessus, là, mais sur, par exemple, les opérateurs de drones militaires américains là, qui étaient situés là, au Nevada, là, pas très loin de Las Vegas, je pense. Là, puis, pendant que les opérations là, se déroulaient en Afghanistan ou alors à la frontière pakistano-afghane aussi. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que ces gens-là souffraient bien souvent de symptômes de stress post-traumatique, les mêmes que des soldats qui étaient sur le terrain, donc les mêmes que les soldats d'infanterie. Parce qu'ils étaient beaucoup plus proches des effets visibles là, des actions qu'ils faisaient. C'est-à-dire souvent, ils suivaient les cibles pendant très, très longtemps. Donc, ils avaient une certaine familiarité avec les habitudes de vie un peu de la personne. Oui. Ils voyaient dans son environnement, dans son quartier, sa famille. Et donc, lorsqu'il frappait avec le missile, il voyait aussi les dommages qu'il y avait après. Et ça, c'est une chose qui est très, très différente par rapport à si c'est un système d'artillerie, par exemple, vous ne voyez pas les effets des explosions. Si vous êtes dans un avion, vous ne verrez pas les effets des explosions non plus. Et la personne qui appuie sur le bouton pour envoyer le missile ne verra pas les explosions de la même manière, zoomées, là, si on veut, que l'opérateur de drone. Donc, ça, c'est quand même assez c'est intéressant là, comme Oui, question on éthique. essaie d'accroître la distance, protéger les humains, mais il y a quand même des humains qui finissent par être En fin meurtris de compte, ils ont les mêmes symptômes que des gens qui sont déployés, le boot on the ground, là, des gens qui sont là, soldats d'infanterie, puis qui voient la guerre vraiment dans ce cas-là de plus viscéral. Là. C'est la même chose parce qu'ils sont visuellement, ils sont là. Ouais, Ce qui est fascinant, c'est vas-y. que ça crée d'autres problèmes aussi, en fait. C'est-à-dire que même si on se dit, bon, ben voilà, effectivement, ils vont souffrir des mêmes symptômes et autres, mais en fait, ça crée, la technologie en tout cas, et puis l'IA en général, ça crée tout un tas d'autres problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Par exemple, on dit, bon, bah, très bien, l'humain ne peut pas traiter énormément d'informations. Par contre, on lui donne un swarm de 50 machines à contrôler en temps réel qui vont lui donner des informations. Par exemple, pour les systèmes autonomes, si on se dit qu'il doit les superviser correctement, il faut qu'il puisse ne pas être complètement submergé par les informations qu'on va donner. Il va falloir qu'il réagisse rapidement, il va falloir qu'il connaisse plein de choses. Et en fait, ça rajoute un certain nombre de difficultés qu'on n'avait pas anticipées en pensant simplifier et rendre plus opératoires les opérations. Donc, c'est assez fascinant de voir ça, que la technique ne résout pas tout. Ne résout vraiment pas tout. Puis, justement, ça me permet de poursuivre avec le reste, excusez-moi, le reste du débat, c'est-à-dire qu'on le défend, on défend le militaire. Mais les arguments contraires, maintenant, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est des arguments qui sont là aussi classiques où on attaque l'être même du militaire ou est-ce qu'il y a des conséquences négatives qui sont propres à ces systèmes létals autonomes? Est-ce qu'il y a une distinction ou encore une fois, on est dans le prolongement du même type d'argumentaire pour critiquer cette technologie? En fait, je pense qu'on est toujours dans un prolongement, mais quelque part, il y a un phénomène de répulsion encore plus poussé pour les systèmes d'armes autonomes. En réalité, tout à l'heure, je disais, bon, bah voilà, pour les États, il y a une question de risque mutuel qu'on est prêt d'accepter. Par exemple, dans le débat inverse, c'est-à-dire les arguments inverses, c'est de dire oui, mais en même temps, au centre de la guerre et au centre de l'action militaire, on est censé avoir une réciprocité en fait, du risque de mort, et c'est ça qui fonde la légitimité de l'action militaire. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait déjà pour les drones. On a essayé d'interdire l'arbalète dans les années 1100 exactement sur cet argument. On a essayé d'interdire l'arbalète, c'est vrai. Ouais, c'était le Concile de Latran, c'est le premier échec. C'est raté, échec. on le voit là. Ouais, c'est ça. 1139, premier mais échec. Juste contre les chrétiens, à l'intérieur des chrétiens. Ouais. L'arbalète était permise contre les autres. Pour les infidèles, toujours. Parce que c'est toujours, voilà. Donc, on peut utiliser les armes, et puis on voit bien encore la dissonance cognitive. Pour nos jolis chevaliers en armure, non. Mais par contre, les barbares. Les barbares, c'est toujours les barbares. Hein. Ouais. Et donc, en fait, cette idée vraiment de, voilà, il faut une réciprocité dans le risque de mort pour fonder l'action militaire et sa légitimité. Donc ça, c'est un des premiers arguments qui est assez classique. Mais ce qui est intéressant, particulièrement pour les Salas, et qui est un petit peu nouveau, c'est de dire qu'on refuse la possibilité de permettre à une machine de tuer un homme. Et ça, c'est vraiment l'argument phare du mouvement en fait, pour les interdire, qui est de dire, mais
permettre à une machine, à un algorithme de décider de tuer un être humain, c'est réduire l'être humain à un objet, et donc c'est le nier dans sa condition humaine, globalement. Et c'est une atteinte à la dignité de l'homme que de lui permettre Donc ça, d'être... c'est une des limites qui serait proposée, là. C'est-à-dire que on peut l'utiliser en temps de guerre, mais que quelque chose d'automatisé puisse tuer un homme, ça, on souhaite l'interdire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis en fait, de dire, bon, bah, en fait, s'il y a une forme de supervision humaine, si elle est totale, bon, ben, déjà pour les drones, on trouvait ça limite, mais bon, la rigueur, on peut accepter. En fait, on accepte dans les conflits armés le fait qu'il y ait des pertes humaines. On les accepte, on accepte l'utilisation de certaines armes. Mais là, l'argument pour les interdire, ou en tout cas l'argument juridique et éthique et moral derrière, c'est que permettre à un système de décider tout seul et permettre à une machine de tuer un être humain, c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut supporter, même en temps de conflit armé, où déjà les règles sont un petit peu, enfin les règles classiques d'humanité sont un petit peu assouplies, on va dire. Et après, il y a des arguments très juridiques, en tout cas derrière, qui sont de dire, bon, ben, il y a des armes qui sont incapables de discriminer entre les populations civiles et les combattants. Il y a des armes qui ont des effets indésirables qui sont incontrôlables. Il y a des armes qui vont créer des souffrances inutiles. Et donc, sur la base de tous ces arguments, l'un qui est la dignité humaine, qui est du coup un concept un peu plus impalpable, et puis de l'autre, des principes juridiques, il faut interdire ces armes-là qui sont inhumaines et complètement peu efficaces et peu souhaitables au regard de ce qu'on recherche comme argument. Et donc, en fait, on a vraiment cette répulsion généralisée qui est souvent utilisée pour interdire des armements. On l'a vu voilà, pour des lasers aveuglants qui ont été interdits sur cette base-là, les mines antipersonnelles aussi, l'arme nucléaire aussi. On a toujours voilà, une peur de l'arme et de ses conséquences qui pousse en fait à vouloir les interdire. Mais pour le Salah, c'est vraiment ce côté nier La l'humain. dignité Ouais, humaine c'est ça. qui Qui est ultimement est la limite ultime, Mm. là. Le respect de la dignité humaine. J'ai une juriste avec moi, là. Je veux parler encore, dernier segment peut-être, un peu de droit, parce que c'est là l'expertise. On a abordé quelques thèmes, là, mais je vais prendre le temps d'approfondir avec toi ces enjeux-là. J'imagine que tu as participé, là, je voyais là, à des discussions où on tente de décider si on doit interdire ou pas, comment réguler tout ça. D'abord, est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de réguler dans un domaine où j'imagine que les discussions entre nations, là, ça doit ressembler à, surtout lorsqu'on parle du militaire, tu sais, il y a l'idée de souveraineté des nations. J'imagine que les nations, dès qu'on parle de ce genre d'enjeu-là, on doit vite se braquer là, du côté de, ben là, c'est l'autonomie. Et là, ici, c'est la souveraineté des nations militaires. Je ne vois pas comment on peut arriver à des ententes internations où tout à coup, on dirait qu'est-ce que tel pays, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire de leur souveraineté, comment ils peuvent développer des outils comme ça. Est-ce que c'est possible je le dis au sens large, est-ce que c'est seulement possible de réguler dans ce domaine ou... Ouais, et ben c'est une bonne question et c'est une question qui un peu comment dire anime beaucoup de juristes qui sont en train de travailler sur toutes les problématiques de développement du droit international vis-à-vis des technologies militaires. Et en fait, la réponse courte, c'est pas vraiment. Pas vraiment, mais ça dépend de ce que je mets sous le pas vraiment. En réalité, ce qui va être très problématique et ce qui va potentiellement ne pas être possible, c'est ce qu'on appelle en fait vraiment un encadrement contraignant, c'est-à-dire un traité d'interdiction. Ça, effectivement, en l'état, parce que les États, les grandes puissances ne seront pas d'accord, parce que le forum dans lequel il est discuté, c'est-à-dire le forum onusien, fonctionne sur la base du consensus, parce qu'on n'a pas de définition claire au sein, enfin en tout cas qui fait l'objet d'un consensus dans nos États, ben, en fait, pour toutes ces raisons, on ne va potentiellement pas arriver à interdire ces armes de manière, en tout cas au sein des Nations Unies, on ne va potentiellement pas y arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même d'autres exemples et d'autres possibilités d'encadrer ces armes-là. Par exemple, il y en a qui se disent, bon, bah, si ça ne marche pas au sein des Nations Unies, peut-être qu'on devrait extraire les discussions et aller ailleurs. Puisque si jamais, bah, c'est ce qu'on a fait par exemple pour l'interdiction des mines antipersonnelles qui en fait ont été interdites, ben, c'est des ONG qui ont dit bon, bah, très bien, on va faire des réunions. Et si ça vous va, on invite tout le monde. Et puis si vous êtes d'accord, on va essayer de faire un traité, etc., etc. Ça va se faire à la majorité. Et à la majorité, à ce moment-là, avec cette règle de vote beaucoup plus simplifiée, bah, plein d'États ont pu se prononcer en faveur et on a eu une interdiction de ces armes qui étaient par ailleurs
un petit peu inquiétante au regard du droit international. Donc, on a ce choix-là. On peut changer de forum, ça permettra peut-être de faire quelque chose, mais en même temps, le risque, c'est de finir avec un traité comme celui pour l'interdiction d'armes nucléaires qui n'est pas ratifié par les grandes puissances nucléaires, qui sont pourtant les principales visées. Donc, si c'est une régulation-interdiction, là, le droit international ne peut pas grand-chose. Par contre, et c'est là la petite note d'espoir, il y a quand même tout un effort qui est fait et qui est très intéressant, qui est d'adapter les règles à ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la manière dont les règles du droit des conflits armés, le droit des armements, la manière dont tout ça, ça a été écrit, c'est suffisamment large et c'est suffisamment souple pour permettre, si on réfléchit un petit peu et qu'on essaie de les appliquer, qu'on puisse en fait réguler ces nouvelles technologies. Exemple assez simple, si on se dit, en fait, il y a un certain nombre de principes dans le droit des conflits armés à respecter, on va penser au principe de distinction, pas cibler des populations civiles. On va penser au principe de proportionnalité, pas détruire au-delà de ce qui est nécessaire. Et bien, tous ces principes-là sont... Ils existent déjà, là. Ils déjà. font partie du... On ne pourrait pas se dire que le droit international peut justement... Peut-être que ça peut suffire. Là. Ça nous permet déjà de sévir contre la Russie de Poutine en ce moment. Puis, des fois, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles balises pour gérer tout ça ou est-ce qu'on ne peut pas juste déjà se fier sur... Étant donné que ce n'est pas vraiment des questions nouvelles, c'est pas vraiment des... On le voit, là, c'est comme le prolongement d'une logique qui est là. Peut-être qu'on a déjà les outils juridiques pour baliser tout ça, pour sévir aux besoins. En fait, on en a en grande partie. Et c'est pour ça qu'on a quand même on a quand même un arsenal juridique qui est très fourni et qui est très souple et qui permet de s'adapter à ces nouvelles technologies. Le seul souci, c'est que pour les SALA, on a quand même un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas encore à régler parce que c'est un objet nouveau. Et donc, du coup, on a besoin de préciser les règles pour qu'elles puissent s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Alors, on ne pourra pas les interdire, on ne pourra pas faire un traité, c'est-à-dire vraiment cet accord interétatique assez rigide. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est potentiellement faire des déclarations de principe. Alors, ça existe déjà, par exemple, pour la recherche en IA, il y a des recherches pour l'éthique en intelligence artificielle. Et en fait, pas mal d'acteurs se disent, c'est ça qu'on devrait faire, nous aussi. On devrait formuler des principes directeurs dans le développement, le déploiement, l'utilisation de ces armes, qui seraient inspirés du juridique et qui feraient intervenir des experts robotiques, militaires. Et en fait, tout ça, ça permettrait un développement du droit de manière beaucoup plus souple et beaucoup cohérent plus aisée. aussi, puis pour guider un peu à long terme le développement de ce champ du droit-là. C'est intéressant. Ouais. Et donc, en fait, il y a un effort, par exemple, qui a eu lieu pour ce qui est des cyberattaques. Il y a quelques années, un truc qui s'appelle le manuel de Tallinn, où en fait, il y a plein d'experts, des ambassadeurs, des juristes, des académiciens, etc., qui sont venus, qui ont parlé entre eux et qui ont créé un manuel qui prend toutes les règles du recours à la force en droit international et qui les transpose aux cyberattaques, qui est de dire, voilà, si un État attaque un autre État par le biais d'une attaque cyber, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et en fait, c'est cet effort d'adaptation qui est du coup très intéressant et qui permet au droit de survivre malgré toutes les difficultés technologiques et la rapidité du développement technologique. Oui, de juste démontrer comment on peut appliquer peut-être des règles plus générales à un cas plus concret. Donc, ça semble plus efficace dans ce sens-là. Est-ce que tu restes quand même positive? Est-ce que sur la capacité, en fait, le droit international a quand même démontré qu'il pouvait gérer toutes sortes de conflits, de dangers. Le nucléaire, c'en est une. Penses-tu que le droit international va réussir à imposer les balises, les freins nécessaires pour nous éviter le pire? Ou est-ce que je vais enfin voir mon robot Terminator avec une voix d'Arnold? Penses-tu que le droit international va réussir à mettre les balises, à nous éviter le pire? Joanne, dis-moi que oui. Alors, ça demande énormément d'efforts. Alors, mes collègues vont me tuer, mais ça demande énormément d'efforts d'être optimiste, on va dire. Parce que le défaut premier du droit, c'est, en tout cas du droit international qui est perçu, c'est de dire, bon, en réalité, regardez, tout le monde n'en a rien à faire, on ne respecte pas les règles, tout le monde s'en fiche. Mais en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai vu un tweet il y a quelques jours qui disait, en fait, le droit international, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, il est à la fois mort et pas mort. Et c'est un petit peu ça, je trouve, le côté le plus intéressant dans cette matière-là, c'est qu'il y a énormément de défauts dans la structure du droit international et la manière dont il va être mis en œuvre de manière effective. Mais en parallèle, c'est un outil qui mobilise énormément d'États
Et quand je prends l'exemple de la Russie, qui quand même est en train de violer tout un tas de règles du droit international, bah, malgré le fait qu'il y ait une violation, on voit qu'il y a une argumentation de la Russie au regard des règles du droit international, et on voit bien que le droit continue à exister, même s'il est constamment violé. Et pour les nouvelles technologies, je pense que c'est à peu près la même chose. On voit que les forums traditionnels sont bloqués, mais par contre, il y en a d'autres, et il y a de nouveaux acteurs qui commencent un petit peu à le faire revivre, on va dire, et à essayer de le développer autant que faire se peut. Et donc, pour les SALA, on risque d'avoir peut-être une non-application, une violation de la part des États qui vont développer, mais en parallèle, on va avoir un vrai effort de réflexion, et donc il sera à la fois en développement et arrêté, et à la fois mort et pas mort. Et je pense que ça, c'est vraiment comme ça que je vois le droit international. Je sais pas du tout. Je pense que mon directeur de thèse va me tuer quand il va entendre ça. Mais c'est pas grave. Non, mais j'aime bien l'image, là. Je pense que ça peut. N'ouvrons pas, on pourrait le conclure comme ça, n'ouvrons pas la boîte du chat de Schrödinger. Comme ça, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant, là. Je pense que ce sera notre façon de garder un peu d'espoir. Joanne, d'autres choses à ajouter avant que je conclue ce podcast? Hormis le fait que je conseille vivement quand même de lire des choses, à la fois de s'inspirer de la littérature quand on veut s'intéresser à ce genre de sujet-là, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, que ça soit, voilà, que ça part d'Homère et de l'Iliade à Isaac Asimov ou à des trucs de science-fiction, mais il y a aussi de la littérature plus sérieuse et énormément effectivement d'efforts de vulgarisation. Et lorsqu'on s'intéresse à ces systèmes-là, c'est bien de ne pas tomber dans l'écueil du Terminator, justement, Ben oui, d'essayer c'est de ça. regarder de là. Et je trouve que c'est ce qui est un peu fascinant dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut le relier à énormément de pop culture, on va dire, mais en parallèle, il y a quand même des trucs très sérieux écrits dessus. Donc, et merci de permettre à des gens comme nous d'en parler. Ben, c'est gentil. Non, vraiment, c'est apprécié parce que justement, je fais des blagues avec ces archétypes-là, Arnold et ses potes, là, mais c'est ça, le but du podcast, c'est aussi ça, là, aller voir concrètement ce qui se fait, réfléchir sur les enjeux de l'IA de façon générale, mais sans sombrer là, dans l'idéalisation puis la science-fiction. Donc, la science-fiction, c'est correct le soir, là, mais en même temps, on essaie de cibler les vrais problèmes avec les vrais enjeux. Donc, merci Joanne. On va essayer de pas ouvrir la boîte du chat de Schrödinger. C'était passionnant de discuter avec toi. Merci d'avoir participé à notre enquête sur l'intelligence artificielle et là, dans le monde militaire. Merci d'être passé d'une certaine façon dans nos studios, Joanne. Ben, merci beaucoup. Et puis un jour, peut-être, en vrai, qui sait, une fois que... Ah, ben oui, si tu passes au Québec, tu seras toujours la bienvenue. Merci Sylvain, ou peut-être en France, si on passe de l'autre côté de la Grande Flaque. Merci Sylvain. T'es rassuré, Sylvain, ou t'es déçu que Terminator ne soit pas encore revenu du futur? Moi, je ne perds pas espoir. Bon, c'est bien, on va garder ça. Boîte de Schrödinger, boîte de Pandore. Même combat. Merci à vous. C'est tout. Merci d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Et nous tenterons d'ajouter quelques épisodes sur les applications militaires en intelligence artificielle. Et si Skynet là, n'intervient pas d'ici là, on devrait s'en sortir. Allez, on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.